On est dans le sud de la France, il fait clair, la nuit est belle, on voit pas mal d'étoiles malgré la pollution lumineuse. C'est vraiment l'occasion de vous montrer comment on fait le spectre des étoiles avec notre petit Starex. Starex que j'ai monté sur une lunette modeste qui fait seulement 65 mm de diamètre, mais c'est bien suffisant pour faire déjà les premiers essais. Alors je pense que vous allez voir beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc on pointe à l'occurrence ici l'étoile Vega qui brille dans le ciel d'été. Écoutez, c'est parti. Avant quand même d'aller sur l'observation de l'étoile Vega, je vais vous montrer quelques petites choses sur la spectroscopie. Je vais le montrer en couleur, c'est ce qui va être plus parlant qu'un simple spectre en noir et blanc, bien sûr. La spectroscopie, c'est la couleur. Et donc, pour cela, je vais changer la caméra noir et blanc que l'on met normalement à cet endroit-là. Et je vais la remplacer par un appareil photo numérique, un Sony, série Alpha. C'est très possible de monter ça sur Solex. Ce qu'il faut faire, c'est faire une pièce ici qui va tenir l'objectif de 125 mm qu'il faut réimprimer, mais qui est très facile à fabriquer. Je montre ça sur le site. Et puis, côté appareil photo, il faut une bague d'interface qui, elle, fait la conversion entre la baïonnette Sony, qui est spécifique évidemment, qui s'appelle Nex, et le T2 qui est ici. Vous trouverez cette bague, par exemple, chez des sociétés comme la bague photo, sans aucune difficulté. Voilà, Solex est équipé avec son appareil photo. On vise au travers d'une fenêtre, la lumière du jour, et donc ce qu'on voit, c'est le spectre du soleil, mais en couleur, directement sur l'écran de l'appareil. On voit effectivement les couleurs naturelles, et on peut même se déplacer, je vais vous montrer ça en détail, dans le spectre en tournant simplement la roue de Solex. Sur ce type d'appareil photographique, on peut aussi monter, comme on le voit ici, un écran vidéo externe, ce qui est quand même pratique, permet de voir les choses en plus grand. Et justement, ce qu'on voit, c'est le spectre visible dans sa globalité, du bleu au rouge. Mais parce que j'ai monté un réseau dans Solex qui est assez peu dispersif, j'ai monté un 300 traits par millimètre. Vous le savez, on peut changer le réseau à l'intérieur de Solex. On peut monter des réseaux plus dispersifs, je vais vous le montrer. Mais disons, celui-ci permet d'avoir cette vision un peu globale du spectre. Ici donc le spectre en couleur du soleil. On voit bien les couleurs rouge, vert, bleu qui sont celles de la matrice de Bayer de l'appareil photo. Si j'augmente un petit peu le gain, la sensibilité de l'appareil, donc je vais monter les ISO pour cela. Alors je vais monter, par exemple ici. Et puis je vais me déplacer un petit peu en tournant la molette de Solex. Et puis je vais tomber sur une image ici, qui est sur le côté gauche, qu'on voit, qui est toute blanche. Elle est toute blanche parce qu'elle n'est pas dispersée, cette image. C'est simplement la réflexion de la lumière de la fente sur le réseau qui se forme sur le détecteur. Alors si je continue un petit peu plus loin, je vais monter encore un petit peu le gain, ceci, et puis je continue de l'autre côté. Et là, on voit apparaître un autre spectre. C'est un spectre qui n'est pas exploité, c'est un spectre qui se trouve dit d'ordre -1, mais qui est typique des réseaux. On voit bien ici la physique des réseaux. C'est aussi, avec ces images en couleur, c'est aussi une moyen d'apprendre un peu comment se forment les images avec ce type d'instrument et ce type de réseau. Voilà, je reviens sur l'image visible et dite d'ordre 1. On voit qu'elle est bien saturée, mais si je continue plus loin, normalement, voilà, je vois un nouveau spectre qui apparaît, 2 fois plus dispersé. Je monte encore un peu la sensibilité. C'est le spectre dit d'ordre +2. Cette fois-ci, l'image est donc 2 fois plus étalée. Évidemment, le spectre est beaucoup moins intense. Il n'est pas vraiment exploitable, donc on n'utilisera pas cette partie de l'image que forme le réseau. On va se limiter à la partie dite ordre 1 qui est ici. Mais on voit un peu comment marche un réseau, on voit un peu la physique qu'il y a autour de ça. Donc c'est tout l'intérêt de mettre un appareil photo comme ça, avec les couleurs en plus, qui vous matérialisent un peu les choses de manière plus simple. À présent, j'ai monté le réseau de 1200 traits par millimètre. Donc toujours le même mécanisme, au fur et à mesure que l'on monte la densité
de gravure du réseau, bien on augmente la finesse des détails. Ici dans la partie verte par exemple, mais on voit que la partie rouge est floue parce que Solex ne fournira une image vraiment nette que sur la partie centrale du capteur. Ici c'est un grand capteur, attention, c'est du 24-36. Donc ici je vais mettre par exemple un détail de la partie rouge vers le centre. Là je vais diminuer la sensibilité. Et le trait que l'on voit au centre, eh bien, c'est la RH-alpha. La preuve d'ailleurs, c'est que si je mets un filtre dit H-alpha, justement les filtres qu'on utilise pour faire des images de nébuleuses en ciel profond, ce sont des filtres passe-bande étroits. Hein. Je vais essayer de le mettre devant l'ouverture de Solex sur le coulon 3175. Donc on va essayer de faire la manip. Et là on voit qu'effectivement ce filtre isole bien la RH-alpha qui se trouve au centre. Et donc on voit ici aussi, c'est assez pédagogique, on voit aussi ce que c'est qu'un filtre, hein, ce que c'est qu'une passe-bande. Et on voit aussi que, comment cela fonctionne. On peut aussi mesurer des filtres avec Solex, ce qui est assez pratique aussi par ailleurs. Donc, et bien voilà, j'enlève le filtre, et là on a tout le spectre qui se révèle. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est observer les étoiles avec un réseau, cette fois-ci qui ne fait pas 1200 traits, mais 2400 traits, encore plus résolvant. Et on va se concentrer justement sur la région de l'arrêt H-alpha. On va commencer par l'étoile Vega. On va monter Starex au foyer de la lunette de 60 mm, 65 mm de diamètre, qui fait donc 420 focales. Je me sers d'un coulant de 50 mm pour faire ça. Voilà, c'est très simple. On fixe la lunette à l'arrière, on serre, et puis voilà. Évidemment, à un moment donné, il va falloir faire la mise au point, mais ça, on verra ça tout à l'heure sur l'écran de l'ordinateur. Remarquez que j'ai mis ici un petit micromètre de mécanicien, toujours pour avoir un repère de la focalisation, ce qui reste toujours très pratique. On branche les câbles et puis il n'y a plus qu'à observer. Starex est en place, et bien maintenant on va observer Vega. Voilà, Vega est centré sur notre image de guidage. Alors j'utilise ici le logiciel Prism, bien sûr vous pouvez utiliser celui de votre choix au niveau de l'acquisition et de l'autoguidage, pas de souci. La tâche brillante donc on voit là, c'est Vega pris avec la caméra de guidage qui est une ASI de 190. Donc la pause a été de quelques secondes. Alors ne vous étonnez pas d'avoir des espèces de satellites de chaque côté. Ce sont des défauts de la fente. Je vais resserrer un petit peu, augmenter les contrastes. On va regarder un peu ce qu'il y a dans cette image. On voit qu'il y a des étoiles autour. Et puis Vega, évidemment, écrase tout le champ parce qu'elle est très brillante. Mais les deux taches que vous voyez de chaque côté, ici et ici, ce sont des taches qui sont liées à la lame constituée par la fente. Ça veut dire en fait que ce sont ici des reflets à l'intérieur de l'épaisseur de la lame qui se réfléchissent et qui donnent cette image. Remarquez cette fenêtre là que j'ai ici, c'est une capacité de prisme de me donner une image zoom en fait agrandie du champ où se trouve la souris actuellement. La première opération qu'il va falloir faire, parce que bon, Vega est dans le champ, mais où est la fente? C'est une question parce que le but du jeu va consister à déplacer l'image de Vega pour la mener sur la fente. Là, le ciel est noir, il fait nuit noire aussi, donc c'est vrai qu'on ne voit pas énormément de choses, mais je vais quand même profiter du fait qu'il y a la pollution lumineuse. Et cette pollution lumineuse va me permettre de sortir l'image de la fente un peu en filigrane par rapport à ce fond de ciel qui n'est pas absolument noir. Alors on y va, on va faire une pause longue, faire une pause de disons, allez, 30 secondes. Alors évidemment, là, déjà que Vega est très intense, ça va devenir vraiment très, très saturé. Donc on va attendre patiemment que l'image se fasse. Voilà, l'image va s'afficher. Elle s'est affichée. On va regarder un peu mieux le fond. Alors il y a un peu plus d'étoiles. Et puis si on est très attentif, on aperçoit, alors on voit Vega ici avec les grandes irisations, ces irisations qu'on voit là. Si on était en couleur, on aurait des spectres. En fait, ça correspond à la diffraction sur les micro-lentilles qui constituent le capteur, en fait, les pixels du capteur. Mais ce que l'on voit aussi et surtout, c'est cette espèce de trait vertical
que l'on aperçoit, eh bien c'est l'image de la fente. Alors attention, hein, c'est une fente très étroite ici, j'utilise la version solaire de Solex que je mets dans Starex. Donc cette fente ne fait que 10 microns de large. Donc quand on met la loupe sur la fente, on voit ce trait un peu plus agrandi, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Et donc on va amener notre étoile, Vega, à cet endroit-là. Alors, où exactement? Évidemment, sur cet axe-là, sur la fente elle-même. Sur l'axe vertical, on va l'amener au centre du capteur, ça sera le plus sûr, au moins dans un premier temps, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord repérer la position de la fente avec un curseur. Donc, par exemple, c'est une capacité qu'a Prism, avec PHD, enfin, tous les logiciels ont plus ou moins ce genre de possibilités. Avec la souris, je clique ici. Je dis de faire disparaître le curseur à la position où il se trouve actuellement. Le curseur, c'est la croix rouge que vous voyez là. Je veux la positionner là, par exemple. Je vais supposer que c'est le centre du capteur et le milieu de la fente. Voilà, si je fais une acquisition rapide maintenant, mais avec un temps de pause beaucoup plus court, allez, on va mettre 0,5 secondes par exemple. Voilà, et on voit que le curseur a pris la position où est la fente. Donc maintenant, je déplace avec des mouvements fins de la monture l'étoile. Alors pour faire ça, j'ai ici une raquette virtuelle qu'on voit sur la droite et qui me permet d'agir sur les mouvements. Donc je les connais, hein, et donc je vais essayer de l'amener d'abord dans cet axe-là. Alors je vais le mettre en vitesse en boucle continue, bon, c'est plus facile. Voilà. Je prends un temps de pause vraiment plus court parce que vraiment on vise un objet très brillant. Et puis j'appuie sur la flèche pour amener Vega d'abord sur le trait rouge, approximativement, à peu près. Et puis voilà, je dépassé. C'est pas grave, on affinera. Et puis maintenant je vais descendre. Au passage, vous voyez l'intérêt d'avoir bien orienté la fente parallèle au colonnes, c'est que ça nous permet d'avoir des mouvements vraiment orthogonaux et très faciles à anticiper, et donc c'est une vraie aide lorsqu'on observe. Vous avez déjà vu ça dans une vidéo. Voilà, j'amène Vega approximativement au centre. Je vais arrêter ici. Alors, l'image est très saturée en fait à cet endroit-là. Évidemment, ce qu'on va faire sur cette position que l'on a définie ici, on va évidemment faire de l'autoguidage. Mais on ne peut pas autoguider sur un objet aussi saturé, hein, parce qu'on a une très grande imprécision. Ici, c'est un cas particulier parce que Vega est vraiment intense. Donc je vais poser très court. Je vais poser, allez, on va dire 0,05 secondes, hein, on va faire ça. Voilà. Et puis, on va refaire des acquisitions rapides. Mais on va changer la visualisation aussi. Et là, on voit l'étoile, ici. Donc c'est l'agrandissement de cette partie-là. On voit peut-être même une tache de diffraction. Et on voit qu'on n'est pas aussi tout à fait sur la croix que j'ai définie. Alors maintenant, je vais passer avec des mouvements beaucoup plus lents au niveau de la vitesse de rattrapage. Allez, 0,5 fois la vitesse sidérale. Et je vais centrer notre étoile sur la fente. Voilà. Et puis de l'autre côté aussi, je vais le faire. Je vais vous montrer les résultats. Mais vous avez peut-être déjà constaté que l'image de Vega s'est abaissée subitement. C'est tout simplement parce que l'image de l'étoile, en fait, on le voit ici, passe dans la fente. C'est-à-dire que la plus grande partie de l'énergie qu'on avait tout à l'heure, lorsqu'on était en dehors de la fente, se réfléchissait et allait vers la caméra de guidage. Maintenant, c'est une situation très différente. On est centré. Et on voit, alors si on est bien attentif ici, on voit les deux bords de la fente, ici, alors je ne vais pas bouger évidemment la souris, on voit les deux bords ici, et puis au milieu on a un point brillant, c'est le cœur de l'image de Vega qu'on voit là. Alors on le voit parce que la fente n'est pas entièrement obscure, c'est pas une fente claire, enfin dans le sens où toute la lumière traverse, mais c'est une lame de verre, et cette lame de verre réfléchit quelques pourcents de la lumière qui arrive de l'étoile et la renvoie vers la caméra de guidage. Du coup, même quand l'étoile est bien centrée sur la fente, elle ne disparaît jamais vraiment totalement. Donc en fait, ce que je donne dans Prism ici, c'est de dire à Prism de guider sur une position de consigne très précise, qui est la position du centre de la fente et la position verticale que j'ai définie aussi.
ça décompte. On voit toujours l'étoile sur la fente. Et voilà, l'image est terminée. Si on regarde derrière, eh bien on voit la fenêtre qui est liée à la caméra principale d'acquisition. Et alors je vais dégager un peu mieux celle-là. Et on va voir qu'il y a une espèce de trait qui apparaît ici. J'enlève un peu aussi cette fenêtre-là pour qu'on voit mieux. Et ce trait-là, c'est le spectre de Vega qui vient d'apparaître sur l'écran au bout d'une minute de pause. Donc c'est une énergie qu'on a acquise, qui s'est distribuée spectralement. Alors évidemment, par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on n'est pas en couleur, on est en noir et blanc. Il faut imaginer qu'ici on est plutôt vers l'orange, et ici vers le rouge, toujours cette norme. Alors si on est attentif, on va voir un endroit ici, vers le centre, une espèce d'échancrure, une espèce d'absorption en fait, c'est le nom. Ça ressemble au raie solaire qu'on connaît bien. Elle est large, très très large en fait. Elle est même beaucoup plus large que ce que l'on peut imaginer ici. En vérité, quand on traitera, on aura l'occasion de le voir. Eh bien, c'est la raie H-alpha dans le spectre de Vega, tout simplement, qu'on voit ici. Donc une étoile qui est d'un type spectral A, c'est-à-dire beaucoup plus chaude que le Soleil, mais donc ça c'est typé. Il y a beaucoup moins de raies, mais si on est encore plus attentif, on va s'apercevoir qu'il y a par endroits, ici, regardez, je mets la loupe ici, on voit des raies très très fines, vous les voyez sans doute, et puis il y en a d'autres de l'autre côté, on en voit un peu partout, qui sont un peu autour de H-alpha. Et bien ces raies-là, cette finesse-là d'ailleurs, indique qu'elles ne sont pas stellaires, c'est-à-dire qu'elles sont liées à l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire que c'est au bout du cheminement qu'on subit les photons sur la distance qui nous sépare de Vega. Dans la toute dernière partie, ces photons ont traversé l'atmosphère et ont été absorbés par notre atmosphère localement ici. Et la molécule qui est responsable de cette absorption, c'est la vapeur d'eau, c'est H2O, qui cause ce phénomène-là. D'ailleurs, si je vais en haute montagne, eh bien, avec une atmosphère très sèche, ou dans un désert, eh bien, ces raies-là vont s'évanouir, elles ne seront plus visibles. Mais là, je suis au bord de la mer, je suis sur la côte d'Azur, en l'occurrence, donc au ras de l'eau quasiment, et vous les aurez, mais en fait, où que vous soyez en France, grosso modo, vous aurez toujours ces raies-là, ces petits repères comme ça. Donc, faut pas confondre, c'est pas des raies stellaires, c'est des raies un peu de pollution, entre guillemets. C'est très joli parce que cette image a été faite avec une petite lunette de 65 mm, une minute de pause, avec une caméra non refroidie. C'est déjà une jolie performance. La largeur que vous voyez ici, cette largeur-là, c'est tout simplement la largeur de l'étoile sur la fente. Alors maintenant, on peut voir des défauts quand même dans cette image-là, tout n'est pas parfait. Si on resserre un peu les seuils, toujours pareil, dans le prisme, on a ces fameux curseurs. On s'aperçoit que, là, évidemment, je brûle complètement le spectre de Vega, mais pour voir autre chose, c'est tout le fond ici. Vous voyez, tous ces points qui apparaissent là, tous ces points, c'est le courant d'obscurité, c'est du signal thermique qui est associé à chacun des pixels, qui est en fait un problème parce que c'est du bruit en vérité, ou en tout cas c'est l'équivalent d'un bruit lorsqu'on veut traiter les données. Mais heureusement, on peut arriver à éliminer une grande partie de ce défaut-là, tout au moins l'aspect un peu systématique, en faisant une carte d'obscurité. On fera ça aussi tout à l'heure. On bouchera l'entrée de la lunette et on aura comme ça des cartographies en quelque sorte de ce défaut-là qu'on pourra soustraire aux images de Vega ou de toute autre étoile qu'on va faire. Bon, ce que je viens de vous montrer là, c'est un peu idéalisé parce que au départ, il est possible que bien sûr que l'étoile soit très décentrée par rapport à la position de la fente, mais en même temps, il est possible qu'elle soit très floue aussi, cette image d'étoile. Ici, encore Vega, ici, mais vous voyez, on a clairement un défaut de mise au point, on voit une espèce d'auréole qui indique qu'effectivement, l'objet n'est pas ponctuel du tout. Si on faisait un spectre dans ces situations, comme était cette étoile ici, évidemment on aurait une trace du spectre beaucoup plus large et surtout beaucoup moins d'énergie qui passe dans la fente, puisque la fente n'intercepterait que la partie centrale ici. Bon, ce serait en gros catastrophique. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement la mise au point évidemment, et de manière assez fine, parce que là, compte tenu de la dimension de la fente, il faut être précis on va dire au dixième, même à 500e près.
On retrouve ici notre spectre de Vega. Alors avec cette étoile brillante, on a un bon signal. Ce ne sera pas toujours le cas évidemment lorsqu'on fera des objets plus faibles. Et il faudra peut-être, si on se limite à des pauses d'1 minute, à 2 minutes, disons 3 minutes, ce qui est le maximum typique pour une caméra qui n'est pas refroidie, hein, comme celle-ci malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup plus, sinon le signal d'obscurité qu'on avait tout à l'heure est vraiment très fort. Eh bien, il va falloir faire plusieurs images, tout simplement, plusieurs spectres, et que l'on va ensuite, a posteriori, additionner pour diminuer le bruit. Donc par exemple pour Vega, ici, je vais le sauver. Et puis on est passé sur l'index numéro 2, donc il a sauvé une image sur le disque, on va pouvoir faire la suivante. Donc c'est parti pour la suivante. Donc attention, ne pas hésiter à faire de nombreux spectres. Typiquement ici, pour Vega, même si l'étoile est brillante, je vais en faire une bonne dizaine que j'additionnerai ensuite. Une séance d'acquisition sur une étoile, comme ici Vega, ne se limite pas à acquérir plusieurs spectres successifs. À la fin de la session ou au début, il faut faire un certain nombre d'images supplémentaires qui vont servir à étalonner ces données-là. C'est-à-dire que, par exemple, on va vouloir connaître la longueur d'onde de chaque ray qu'on a ici. Et pour ça, il faut graduer en longueur d'onde, effectivement, ce spectre-là. Et on a besoin d'une image avec des rays qui sont à des positions très précises, qu'on appelle des images d'étalonnage ou de calibration, qui vont nous aider à, justement, en comparant cette image de calibration à celle de l'image de l'étoile, à trouver effectivement la loi qui permet de dégraduer ce spectre en longueur d'onde. Alors pour faire ça, on va allumer une petite ampoule, enfin plusieurs ampoules qu'on a devant la lunette. Alors ces ampoules-là, vous les avez peut-être remarquées tout à l'heure, elles étaient suspendues à des petits fils, hein. Ça a dû vous paraître un petit peu mystérieux d'avoir tout ce câblage à l'entrée de la lunette. Eh bien, ce sont des lampes LED, en fait, des lampes qui sont très très peu chères, qui coûtent quelques dizaines de centimes d'euros seulement, et qui sont alimentées en 220 volts. Mais attention, 220 volts, pas directement sur la prise secteur, mais au travers d'une alimentation 12 volts qui passe en 220 volts et qui ensuite alimente ces ampoules. Là, le souci, c'est la sécurité, évidemment, pour réaliser cette opération-là. C'est un petit matériel qui ne coûte pas très très cher et qui est facile à câbler. Donc, on va allumer ces ampoules. On va les mettre devant l'ouverture de la lunette, tout simplement. Il y en a 4 parce que ça permet de répartir un peu l'énergie, la lumière sur l'ensemble de l'ouverture. Et on va donc allumer ces ampoules-là et on va voir ce qui se passe. Une fois que ce sera fini, on sortira les lampes. Alors c'est très très manuel, hein. On peut faire des choses beaucoup plus mécaniques, beaucoup plus astucieuses, il y a beaucoup plus de mieux à faire, mais disons que c'est un petit bricolage qui fonctionne. Voilà, je viens d'allumer nos petites ampoules, nos 4 néons devant donc l'ouverture de 65 mm de la lunette, et j'ai lancé une pause de 30 secondes, donc assez brève. On guide toujours sur l'étoile Vega, hein, qui est là en fait en dessous, qui permet de, voilà, on aura, en fait ça va être intéressant parce qu'on aura à la fois l'image de l'étoile, le spectre de l'étoile, et aussi l'image de calibration si tout va bien. Voilà, c'est fini dans 1 seconde. Voilà, c'est fini. Alors maintenant on va regarder notre image. Alors je vais arrêter l'autoguidage pour éviter ce clignotement, et on va regarder un peu ce qui se passe. Il vient de faire une image, et vous voyez, on a à la fois le spectre de l'étoile ici, avec la fameuse raie H-alpha vers le centre ici, mais aussi on a des espèces de traits verticaux. Il y en a 2 ici de chaque côté qui sont bien pratiques, et puis on peut aller chercher, il y en a une 3e ici. Et en fait ce sont des raies d'émission produites par le néon, le gaz néon qui se trouve dans l'ampoule qu'on a mis devant la lunette. Et il se trouve que dans la région de la raie H-alpha, ici, et qu'on couvre avec une très haute résolution, hein, ici, hein, je rappelle qu'on est dans une résolution type solaire ici, hein, donc avec le réseau 2400 traits, etc. Et bien dans cette région-là, on a 3 raies du néon, très fines, qui donnent une information capitale, c'est-à-dire que comme on connaît la longueur d'onde de ces raies-là, et qu'on peut mesurer leur position dans l'image,
au même titre qu'on peut mesurer la position des raies dans le spectre de l'étoile, eh bien, cet ensemble-là va nous permettre d'étalonner. En même temps, on a une information qui est très utile, c'est que c'est la finesse des raies. Alors, si on met, le curseur sur une de ces raies-là, on voit ici la raie verticale, enfin une fraction de la raie verticale du néon, hein, et bien on voit que cette raie est très fine. Et ça, c'est un critère important parce que ça veut dire que on a bien fait la mise au point de notre spectrographe de Starex. C'est-à-dire que on a bien réglé la position de la caméra de telle manière à ce qu'on a un spectre vraiment bien net sur le détecteur. Le bon critère, c'est d'avoir un spectre d'étalonnage de ce type-là. C'est un très bon critère parce que ces raies sont infiniment fines en théorie, et donc elle doit être très très fine aussi dans le spectre restitué dans l'image. Plus c'est fin, mieux c'est. C'est un peu comme tout à l'heure quand on a focalisé l'étoile. On a focalisé l'étoile à l'entrée de Starex en ayant l'étoile la plus fine possible. Ici, on va chercher à avoir les raies spectrales d'étalonnage les plus fines possibles, et donc tout l'ensemble sera cohérent et bien réglé, et on pourra faire de très bons spectres. Maintenant, on va faire une deuxième opération d'étalonnage qui va avoir pour but d'éliminer les défauts qu'il y a sur le capteur, par exemple la présence d'une poussière, des défauts d'uniformité des pixels, etc., etc. Donc on réalise pour ça un flat field. Bon, c'est une opération qu'on connaît aussi en imagerie du ciel profond. Elle consiste à mettre devant l'objectif, ici, un écran lumineux. Ici, c'est un panneau de LED de chantier, tout simplement, on va l'allumer, hein, et qui envoie un fort flux dans la lunette, qui va donc illuminer la fente et tout l'instrument, tout Starex, en tout cas au travers de la fente, et réaliser un spectre uniforme, enfin censé être uniforme, mais qui nous permettra de corriger tous ces défauts dont je viens de parler là. Donc on va allumer la lampe. Voilà, donc c'est très intense, mais disons que c'est pas cher et c'est assez efficace pour étalonner la partie du spectre où on se trouve, qui est la partie de la région de l'hydrogène, H-alpha. C'est pas mal. Notre panneau de LED est devant le capteur et on va réaliser une image. Alors, je vais poser 5 secondes, relativement long, parce que contrairement à ce que donne l'impression visuelle, il n'y a pas trop d'énergie dans le rouge, hein. Donc il faut quand même un petit peu poser, bon, raisonnablement brièvement quand même, hein. Donc on y va, 4 secondes, 3 2 secondes, 2, 1 et 0. Voilà, l'image apparaît. Alors c'est une image dite flat field, hein, ou un champ plat en français. Il n'y a pas de raie spectrale, bien sûr. C'est un continuum spectral en principe. Sauf que on voit dans cette image un défaut qui est assez typique en spectrographie, malheureusement. C'est le phénomène de frange d'interférence. C'est-à-dire qu'en fonction de la longueur d'onde, l'énergie qui est enregistrée varie de manière périodique. Et ce phénomène-là, c'est ça, les franges d'interférence. Elles sont générées dans l'épaisseur du capteur, dans les fines couches du capteur. Et donc, elles sont fort gênantes parce que quand on fait le spectre de l'étoile, par exemple Vega tout à l'heure, eh bien, elles existent aussi dans le spectre de Vega. Et donc, c'est tout l'intérêt de faire cette acquisition-là, parce que on va prendre le spectre de Vega brut, on va le diviser par cette image, et automatiquement, on va retirer ce phénomène de frange dans l'image, qui est pas un phénomène naturel, dans le sens où c'est pas physiquement lié à l'étoile, mais c'est lié à un défaut instrumental, ici le capteur, et donc c'est tout l'intérêt de faire ces images d'étalonnage par ailleurs. Tous les capteurs CMOS n'ont pas, ou CCD n'ont pas ce phénomène-là, ou en tout cas l'ont avec une intensité plus ou moins forte. Il se trouve que la J178 c'est relativement bien visible, pas tellement sur le soleil, mais bien visible quand on fait des images d'étoiles, comme je le fais là. Donc c'est pas très grave en vérité, parce que quelque part, vous voyez, on peut corriger le défaut. Donc on peut vivre avec, c'est pas nécessairement une difficulté. Encore une fois, il faut un petit peu d'attention et un peu de rigueur pour corriger ces petits défauts, mais qui s'en vont très bien. On va arriver au terme de cette séquence d'acquisition sur Vega. Ce que je recommande, c'est de faire en sorte que juste après, on analyse les images du signal d'obscurité qu'on a vu tout à l'heure. Ce signal qui perturbe l'image parce qu'il s'ajoute au signal utile. Il faut le faire assez proche de l'étoile qu'on a qui est, parce que
Malheureusement, dans ce cas particulier, on travaille avec une caméra non refroidie. Et c'est une complication, c'est clair, par rapport à une caméra qui, elle, descend en température et qui est stabilisée. La difficulté ici, c'est que d'abord, on a beaucoup de grande obscurité, et deuxièmement, si la température de la nuit change, la température ambiante change, eh bien, on aura le signal d'obscurité qui va changer aussi. Si par hasard on fait le courant d'obscurité en fin de nuit, eh bien, il est possible que l'on ne corrige pas correctement les images d'étoiles qu'on a fait en début de nuit. Donc malheureusement, il faut accoler dans cette situation très particulière et assez dégradée en observation à cause de la caméra. Il faut accoler les images d'étoiles avec les images d'obscurité qu'on fait en bouchant donc l'ouverture du télescope avec un masque, donc, et puis donc on fait des images dans l'obscurité totale. Même temps de pause au minimum, si possible un temps de pause supérieur. Par exemple pour Vega ici, je vais poser au minimum 60 secondes sur l'obscurité, et puis peut-être aussi 120 secondes parce que j'anticipe, ou 2 minutes ou 3 minutes parce que j'anticipe l'étoile prochaine qui sera faite aussi avec 3 minutes de pause. Et voici une autre étoile fameuse, c'est Gamma Cassiopée, qui est aussi une étoile BE. On reconnaît bien ici le continuum. Et puis cette intense émission au niveau de RH alpha, elle est célèbre parce que c'est la première découverte de ce type. Voilà, c'est typiquement le genre d'objet qu'on peut faire avec cette configuration que je viens de vous présenter, qui est vraiment une configuration minimale pour la spectroscopie stellaire. Minimale parce que le diamètre est vraiment tout petit, 65 mm, c'est pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de photons qui traversent l'objet, l'instrument, et qui arrivent jusqu'au détecteur. Ces photons en plus qui arrivent, ils sont en plus très fortement étalés parce qu'on a beaucoup de résolution, presque 40 000 de résolution, ce qui est énorme, ce qui va permettre de détailler vraiment bien à l'arrêt, mais en même temps, écoutez, on dilue l'information, hein, un peu comme la confiture qu'on étale sur la biscotte, on n'a pas beaucoup de goût à la fin si on le fait excessivement. Et puis par ailleurs, on a aussi un problème, peut-être le plus sérieux finalement, c'est qu'on a une caméra qui n'est pas refroidie. On est dans une configuration type solaire, hein, avec le réseau de 2400 traits, la forme de 10 microns, cette caméra, une ASI-518, qui n'est pas prévue pour les images du ciel profond. Et évidemment, le problème que ça pose, c'est celui du fond thermique qui apparaît et qui est gênant parce que c'est clairement, la détectivité, elle est clairement limitée par ça. Voilà. Mais n'empêche qu'on peut faire pas mal d'objets, on va dire jusqu'à la magnitude 5 à peu près, 4,5, 5, on peut travailler, ce qui fait quand même pas mal d'objets, des grands classiques, des types spectraux très différents. Il y a une belle pédagogie à faire, et même un peu de science à faire si on se donne un petit peu la peine. Allez, à vous de jouer.